Plaisir d'être attendu. Merci, chers collègues. Monsieur l'ex-premier adjoint, chers collègues, voici donc venu le temps tant attendu du premier rapport d'orientation budgétaire de la mandature. Mais avant de revenir plus en détail sur ce rapport, permettez-moi de dire quelques mots de la séquence de communication qui l'a précédé. Je vais bien sûr parler du feuilleton de ce début d'année 2021, avec le teasing de Benoît Payan dans les médias, avec un grand concours d'adjectifs, hallucinant, j'essaie de l'imiter mais c'est difficile, catastrophique, extrêmement inquiétant. On a ensuite eu la conférence de presse de Benoît Payan, donc là aussi des expressions ciselées pour marquer les esprits. Marseille, les chiffres officiels d'un héritage. Oh, qu'est-ce que c'était beau! Et puis un diaporama avec tous les grands classiques du maître, de la patinoire au corbillard en passant par l'élection de Miss France. Un vrai bonheur. Et puis ensuite, on a eu le live de Benoît Payan sur Facebook. Encore un grand moment de bravoure, des chiffres jetés à tort et à travers. Monsieur Maranda, mettez votre masque, s'il vous plaît, correctement. Merci. Des chiffres jetés à tort et à travers, et comme clou du spectacle, l'annonce de la mise en vente du stade Vélodrome. Alors, dans un premier temps, je dois vous le dire, Monsieur Payan, j'ai été très étonné que vous soyez étonné. Même moi, qui ne suis pas Marseillais, qui suis élu depuis seulement 7 mois, je savais que la situation financière de la ville était tendue. Alors, comment un apparatchik qui fréquente depuis 25 ans toutes les arcanes de la politique marseillaise pouvait-il ne pas le savoir? Comment un élu ayant pour livre de chevet les rapports de la Chambre régionale des comptes, est-il resté à l'écart de cette information essentielle? Comment un leader de l'opposition et son fin limier, aujourd'hui devenu maire et directeur de cabinet dans les conditions que l'on sait, ont-ils pu ne pas voir ces chiffres qu'ils ont eu pourtant sous les yeux chaque année pendant 6 ans? Comment se fait-il que tous les journalistes sérieux, tous les citoyens avertis savaient, et pas vous? Alors, dans un premier temps, je me suis inquiété. Madame Rubirola avait déjà quitté le navire, soi-disant face à l'ampleur de la tâche et à une situation financière très dégradée, plus dégradée qu'elle ne le pensait. L'urgentiste, M. Payan, allait-il à son tour refuser l'héritage et jeter l'éponge, en découvrant, entre guillemets, la situation budgétaire de la ville? Un troisième maire en 7 mois, ça aurait été quand même croustillant. Et puis, à ce moment-là, c'est là que j'ai compris. En fait, votre one-man show sur la dette, ce n'était qu'un gigantesque mensonge. Une vaste opération d'enfumage, comme l'a dit mon collègue Yves Morel. Dans un cas comme dans l'autre, pour la dette comme pour l'élection de Mme Rubirola, qui n'était que votre cheval de Troie, vous saviez parfaitement la vérité depuis le début et vous avez fait semblant. Vous parliez de mépris, mais quel mépris, effectivement, pour les électeurs. Vous saviez pertinemment que le poids de la dette réduisait très fortement les marges de manœuvre et vous avez malgré tout empilé les promesses intenables. Vous avez malgré tout fait rêver les Marseillais. Alors forcément, il fallait faire revenir sur terre vos électeurs. Et alors là, c'est bien plus commode de mettre vos renoncements à venir sur le dos de vos prédécesseurs plutôt que de dire la vérité sur vos propres mensonges. Alors pour le jeune élu que je suis, ces méthodes de vieux routard de la politique suscitent pour moi un profond dégoût. Vous prétendez incarner le renouveau, mais vous utilisez les mêmes ficelles que vos aînés. C'est bien triste. Vous prétendez vouloir éclairer les citoyens, vous prétendez vouloir développer la démocratie participative, mais vous les induisez en erreur et vous attisez les tensions. Pourquoi faire croire que Jean-Claude Gaudin serait responsable de cette dette historique? Pourquoi faire croire que vous en découvriez les conséquences alors que vous écrivez vous-même à la page 28 de votre programme? Je ne sais pas si vous l'avez lu, donc je vous en communique le contenu. Les historiens nous expliqueront un jour comment il se fait que Marseille a pu accumuler en quelques années 2 milliards de dettes dans les années 1980. Depuis lors, la ville paye de lourdes charges financières qui grèvent son budget de fonctionnement et limitent sa capacité à investir. Alors, Jean-Claude Gaudin a certes les épaules larges, mais je ne crois pas qu'il était à la tête de la ville dans les années 80. Enfin, il me semble. Pourquoi mentir lors de cette conférence de presse
en indiquant que la précédente Allez, le mandature... rapport. Allez. On est en plein dedans, monsieur le maire. Pourquoi dire en conférence de presse que la précédente mandature a creusé la dette? Pourquoi M. Canica veut mentir en disant que les choses ont encore empiré après 2017, alors que vous savez pertinemment tous les deux que c'est exactement le contraire qui s'est produit? Alors évidemment, vous pouvez ne pas choisir les pages de l'audit de Deloitte qui le disent. Vous pouvez évidemment ne pas lire les tableaux que vous nous proposez vous-même. Pages 11 et 12, on voit l'épargne brute, effectivement, qui se maintient à un niveau très satisfaisant, l'épargne nette qui repasse au vert en 2018 et 2019. Alors certes, elle est faible, mais elle repasse au vert. C'est une amélioration, il me semble. Sur les graphiques de la page 13, on voit très clairement le taux d'endettement qui chute et la capacité de désendettement qui s'améliore, jusqu'à passer sous les 10 ans, 8,8 ans exactement. Et dans le tableau de la page 19, pour ceux qui sont rebutés par les pourcentages et par les chiffres, on voit nettement que la dette a diminué. C'est vous qui nous le dites vous-même, de plus de 300 millions d'euros entre 2014 et 2020. Elle est passée de 1,9 milliard d'euros à un peu moins d'1,6 milliard d'euros. Alors ces ratios qui se sont améliorés, ça ne vous arrange peut-être pas dans votre opération de communication, je veux bien le comprendre. Mais c'est pourtant la réalité. Plus grave encore, M. Payan, qui feint de découvrir la dette, feint aussi de découvrir un crédit in fine de 150 millions d'euros. Et là, je ne sais pas pourquoi, M. Payan joue les matamores en conférence de presse en prétendant qu'il est allé voir les banquiers, qui leur expliquaient que ce n'était pas possible de rembourser ces 150 millions d'euros tout de suite, et qu'il a obtenu, de main de maître, l'étalement de ce remboursement sur les 3 ans à venir, 2022, 2023, 2024. Alors qu'en réalité, cette renégociation, elle a été menée sous la mandature précédente, par l'adjoint aux finances de l'époque. Et d'ailleurs, vous le saviez, vous ne l'ignorez pas, puisque vous l'écrivez encore une fois dans votre programme. Décidément, vous devriez le lire. L'emprunt in fine de 150 millions d'euros qu'il faudra rembourser en 2022, 2023, 2024. Pourquoi bomber le torse? Pourquoi mentir, M. Payan, dans les conférences de presse? Alors, pour conclure cette première partie de mon propos et pour que les choses soient claires, sachez que ces mises au point que j'ai souhaité faire ce matin ne visent pas à défendre à tout prix le bilan de Jean-Claude Gaudin. J'essaie, comme tous mes collègues, de regarder les choses avec honnêteté et avec lucidité. Et sur ce sujet budgétaire, comme sur tous les autres, les choses ne sont pas aussi binaires que vous les décrivez. Alors de grâce, arrêtez votre rengaine simpliste sur les 25 dernières années. C'est vraiment épuisant à force. Le poids de cette dette historique, c'est une donnée incontournable pour les uns comme pour les autres. Cela aurait été une difficulté pour l'équipe précédente. Et oui, je trouve qu'elle s'en est tirée honorablement, notamment de 2014 à 2020. Ce sera pour vous aussi une difficulté, que vous le vouliez ou non. Marseille est une ville où l'argent public est rare et où les besoins sont immenses. L'important est de savoir comment on s'y prend pour améliorer malgré tout le quotidien des Marseillaises et des Marseillais. Alors effectivement, il y a besoin d'investissements. Mais pour financer les investissements, il faut aussi des subventions. Et je voudrais juste donner quelques chiffres, parce que c'est un peu agaçant, effectivement, d'avoir toujours des accusations et sans jamais vous-même vous remettre en question. Alors je vais vous donner quelques chiffres. Les écoles à Marseille, c'est un sujet, je crois, qui vous tient à cœur, qui nous tient à cœur aussi. Je voulais simplement vous citer 2 chiffres sur la manière dont le département des Bouches-du-Rhône a aidé la ville de Marseille à financer le renouvellement de ses écoles et les travaux dans ces écoles. Sous Jean-Noël Guérini, il me semble que vous le connaissiez bien, je ne sais pas si vous vous parlez toujours, 2,8 millions d'euros, il faut remonter à 2003, pour que Jean-Noël Guérini, conseiller, peut-être pas à l'époque, mais ensuite par M. Payan, daigne subventionner pour 2,8 millions d'euros divers travaux dans plusieurs dizaines d'écoles. 2,8 millions d'euros en 12 ans. Prenez vos calculettes, je vous épargne le calcul, 230 000 euros par an. Pendant 12 ans,
la ville de Marseille a bénéficié de 230 000 € par an, généreusement octroyés par M. Guérinier et ses conseillers, pour rénover son patrimoine scolaire. Il ne faut pas s'étonner que du retard ait été pris. Dans le cadre du plan de financement entre le département et la ville de Marseille entre 2016 et 2020, le département, présidé par Martine Vassal, a octroyé aux écoles marseillaises 58 millions d'euros. 58 millions d'euros en 5 ans. C'est-à-dire à peu près 12 millions d'euros. 12 millions d'euros par an, 230 000 € par an. Et après, vous nous expliquez que le retard dans les écoles, le retard pris dans les investissements, ça serait notre faute, notre seule faute? Réfléchissez. Alors, après ces mensonges, après ces critiques virulentes, après cette opération de communication politicienne encore ce matin sur le rapport de la Chambre régionale des comptes, je pensais naïvement, moi, jeune élu, que vous alliez enfin prendre de la hauteur. Avec toutes ces leçons que vous enseignez, avec toutes ces critiques, je pensais que nous pourrions avoir un débat, une discussion sérieuse autour d'un premier rapport d'orientation budgétaire sérieux. Je pensais naïvement, toujours sans doute, moi je ne fais pas de la politique comme vous, que nous trouverions dans ce document une vision, une stratégie, un cap, avec des chiffres, avec des échéances. Je pensais que ce document serait la traduction chiffrée du programme de votre majorité municipale, dans une perspective pluriannuelle, comme vous l'aviez promis d'ailleurs le 27 juillet 2020, en votant votre premier budget. Rappel, interpellé M. Canicave en disant « Mais où est la programmation de tout ce que vous avez promis ?» Mais on a dit « Mais on n'a pas pu le faire en 2 semaines. Attendez, attendez. On le fera pour notre budget, le vrai. » Je ne le vois toujours pas. Au contraire, ce document, il est imprécis, il est creux, il est flou. Pour des personnes qui roulent des mécaniques et distribuent les mauvais points, je trouve que vous auriez pu faire mieux. Et comme disait votre camarade socialiste Martine Aubry, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Parfois, ce document, il est même inquiétant. Il est même à rebours de votre programme électoral sur lequel les Marseillais vous ont élus. Et alors moi, ça me pose un véritable problème. Un problème budgétaire, évidemment, mais plus largement que ça, un problème juridique. Et même un problème démocratique. Alors, qu'est-ce qu'on trouve, puisque ce matin, vous avez voulu donner quelques leçons sur le respect des textes, permettez-moi de vous rappeler les textes. Et d'ailleurs, Joël Canicave l'a fait tout à l'heure en indiquant qu'un rapport d'orientation budgétaire, en théorie, ça doit donner une vision pluriannuelle. Je cite l'article D 2312-3 qui dit que ce rapport doit présenter les engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement comportant une prévision de dépenses et une prévision de recettes. Le rapport doit également détailler le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice et auquel se rapporte le budget. Je n'ai pas vu ces engagements pluriannuels, je ne les ai toujours pas vus. À tout hasard, je vous signale que le tribunal administratif a parfois annulé des budgets lorsque le rapport d'orientation budgétaire n'était pas complet et que l'information des conseillers municipaux n'était pas complète. Je glisse ça en passant. D'ailleurs, pour des personnes qui voulaient respecter scrupuleusement les recommandations de la Chambre régionale des comptes, c'était encore il y a 10 minutes, la main sur le cœur, on respecterait scrupuleusement tout ce qui a été demandé par la Cour. Je note que vous avez mis une échéance en 2021 pour la recommandation numéro 8. Je la cite, pour ceux qui ne connaissent pas par cœur, « Se donner des objectifs de gestion précis afin de dégager des économies de fonctionnement et une capacité de financement permettant de limiter le recours à l'emprunt. » Effectivement, c'est l'objet... On parle de la CRC? Non. Oui. Si, vous voulez? Si vous voulez. Enfin,
Ben, vous n'êtes pas dans le débat, là. Ah si, je suis pleinement dans le débat, puisque... Vous parlez de la CRC ou vous parlez du budget? Je vous indique que... La recommandation rapport... numéro 8, elle est dans le budget ou dans la CRC? L'objet du rapport d'orientation budgétaire, M. Payan, l'objet du rapport d'orientation. c'est justement de se donner des objectifs de gestion précis, pluriannuels. On va vous répondre. Des tendances, pas des chiffres à 1 million près, on est d'accord, ni même à 10 millions près, mais au moins des chiffres. Il n'y en a aucun. Alors, j'ai regardé les rapports d'orientation budgétaire, moi c'est mon premier, donc contrairement à vous. Donc j'étais voir ceux des communes voisines, ceux des grandes villes. Ils ont tous une programmation pluriannuelle, figurez-vous. Sauf vous. Je pense que c'est un manque embêtant, y compris juridiquement, je le disais. Mais au-delà de ça, au-delà du problème juridique, c'est un problème démocratique. Où sont les promesses? Je prends par exemple les écoles. Les écoles, le cœur de votre engagement. Je lis, pour le coup là il y a un chiffre, 30 millions d'euros prévus dans les investissements 2021 sur les écoles. Plus 16 avec les reliquats que vous n'avez pas consommés, puisque effectivement les 30 millions que vous avez votés l'an dernier, déjà vous ne les avez pas consommés. Alors je fais un petit calcul, là aussi je vous épargne, 1 milliard divisé par 30 millions, ça fait environ 30 ans. 30 ans, 5 mandats de M. Payan. Ça ne vous rappelle personne? 5 ans, 5 mandats. Je pense qu'il va falloir attendre un certain temps à coût de 30 millions d'euros par an pour arriver à 1 milliard, effectivement. Alors, on nous annonce que demain, tout ça va s'accélérer, qu'il y a un plan école qui arrive, mais là, dans ces orientations budgétaires, 30 millions d'euros. Alors voilà, pour les investissements, je me disais, mais au moins, on va trouver des choses sur les effectifs. On va trouver au moins des choses sur les effectifs. Déjà, la dernière fois, le 21 décembre, j'ai décidé d'être agréable avec vous lorsque vous nous avez fait approuver les lignes directrices de gestion. La loi du 6 août 2019, la fameuse, celle du droit de grève dans les écoles, vous savez, on va en reparler tout à l'heure, elle a aussi prévu le vote de lignes directrices de gestion. Et là aussi, c'est une obligation légale. Je crois d'ailleurs que la préfecture vous l'a rappelé. Donc vous avez voté une des lignes stratégiques directrices de gestion, celle pour les promotions pour le personnel. Mais il y a aussi une autre ligne directrice de gestion qui s'appelle, je cite, la stratégie pluriannuelle, encore une fois, de pilotage des ressources humaines. Parce que oui, dans un rapport d'orientation budgétaire, M. Payan, M. Canicave, on doit trouver les prévisions d'effectifs à la fin de l'année suivante. Elles n'y sont pas non plus. Oui, c'est l'article toujours D2312-3. Elles n'y sont pas. Où sont les policiers? Les 100 policiers qu'on nous a promis. Et les 100 de l'année d'après. Et les 100 de l'année d'encore après. Y sont-ils? N'y sont-ils pas? On ne sait pas. Où sont les recrutements massifs dans les écoles? Je pense qu'ils n'y sont pas, puisque vous avez rajouté samedi soir quelques lignes dans le rapport numéro 74, annonçant un plan de recrutement massif dans les écoles. Et vous n'avez pas corrigé les orientations budgétaires. C'est étonnant. C'est étonnant. Alors, vous les recrutez comment? Quelle est la cible en matière de recrutement l'année prochaine? Où sont les personnels des bibliothèques pour M. Coppola? 40, 80, 90, 100. Je ne les vois pas. Je ne les vois pas. Alors, franchement, pour des donneurs de leçons, commencez par vous appliquer à vous-même vos leçons, et ensuite on pourra en rediscuter. Non, je n'ai pas terminé. Ah ben écoutez, on travaille nos dossiers, nous, on ne fait pas de la politique. Alors, par contre, il y a des choses quand même toujours aussi floues, toujours pas chiffrées, toujours à ne pas éclairer les conseillers municipaux. C'est très étonnant. Ça concerne les impôts, figurez-vous, et les tarifs municipaux. Page 28 de votre programme, j'y reviens, désolé de vous le rappeler. Je cite, « Il faudra dégager les moyens de fonctionnement nécessaires. Il n'est pas question d'augmenter la fiscalité, déjà lourde. » Et comme ça ne suffisait pas, le 27 juillet, dans un discours sur le premier vote du budget, Mme Rubirola, hier maire, aujourd'hui première adjointe, nous indiquait la main sur le cœur, les Marseillais, y compris les classes moyennes et modestes, plient sous le poids d'une fiscalité locale très élevée.
Il est donc inenvisageable d'actionner le levier fiscal pour ne pas davantage toucher au pouvoir d'achat. Nous étions le cœur léger quand nous avons découvert cette phrase en bas de la page 24, expliquant qu'il n'y a plus de recettes, enfin, les caisses sont vides, ce qui peut nécessiter d'appréhender l'utilisation de leviers d'action dans une vision prospective des politiques publiques, dont celui de l'optimisation fiscale. Alors, j'ai relu la phrase plusieurs fois, j'ai même posé la question à M. Canicave. Je dis, l'optimisation fiscale? Non, mais vous n'allez pas placer l'argent dans des paradis offshore quand même, ce n'est pas votre ADN. Et qu'est-ce que donc cette optimisation fiscale? Et M. Canicave de m'expliquer qu'il s'agissait effectivement d'augmenter la fiscalité. C'est ça qu'il fallait comprendre. Excusez-moi, parce que moi je débute, alors il faut que je comprenne les mots, il faut m'expliquer. Optimisation fiscale, ça veut dire augmenter les impôts. Bon, encore le respect du programme sans doute. Et ensuite, comme si ça ne suffisait pas d'augmenter les impôts, vous rajoutez une autre phrase, alors là aussi c'est très sibyllin, hein. Franchement il faut poser la question en commission pour comprendre. Cet exercice peut mener à adapter les produits générés par l'activité de la collectivité sur son territoire. Élargissement de périmètre, révision tarifaire. Ah, d'accord. Alors là, révision tarifaire, je comprends mieux. Donc ça veut dire augmenter les tarifs municipaux, c'est ça? Mais lesquels exactement? Est-ce que c'est dans le cadre du groupe de travail qui réfléchit à la facturation de la cantine, peut-être? Vous avez indiqué que vous vouliez une facturation plus juste. Est-ce qu'il faut comprendre que vous attendez des recettes plus importantes des cantines? Ou peut-être le stationnement? Je ne sais pas. Une augmentation du stationnement? Je ne sais pas. En tout cas, c'est flou. Donc j'apprécierais que, faute de nous avoir éclairés dans le rapport comme la loi l'exige, vous puissiez nous éclairer aujourd'hui sur vos intentions, puisque toujours l'article D2312-3 sont précisés notamment les hypothèses d'évolution retenues pour construire le budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité. Quelles sont les orientations, les hypothèses d'évolution retenues en matière de fiscalité? On a besoin de le savoir pour préparer nos réflexions pour le budget. Et là, toujours rien. Alors, pas d'investissement, du vent, pas d'effectifs prévisionnels. Alors j'ai bien compris, je suis d'accord avec vous, les salariés, les agents de la ville de Marseille sont une richesse, mais c'est aussi un coût. Donc pourriez-vous nous dire, vous dites qu'il y en a 17 500, pouvez-vous nous dire si en 2021, en 2022, en 2023, il y en aura combien? 18 000, 16 000, 15 000, 20 000? Je ne sais pas, c'est pas écrit, mais ça viendra sans doute un jour. Un jour, nous le saurons, mais je vous rappelle la page 28 de votre programme, toujours pareil. Et la Chambre régionale des comptes aussi, si vous le souhaitez. Des économies de gestion pour financer l'investissement. Voilà donc la grande œuvre de la nouvelle majorité municipale. Un rapport d'orientation budgétaire qui ne respecte pas les textes. Un rapport d'orientation budgétaire sans perspective chiffrée pluriannuelle, un rapport d'orientation budgétaire qui ne mentionne pas les hypothèses en matière d'effectifs, en matière de fiscalité, bref, un document pour rien. Alors c'est vrai que nous étions habitués, il y en a pas mal dans vos ordres du jour. On vote beaucoup de groupes de travail, on vote beaucoup de vœux, on vote beaucoup d'injonctions à la métropole. Mais sur le cœur de ce que doit être le travail d'une majorité municipale, faire un budget, élaborer des orientations budgétaires, à part des critiques, il n'y a rien. Alors donc, je rejoindrai ce que disaient mes collègues tout à l'heure. Arrêtez de gesticuler, la campagne est finie, vous êtes à la tête de cette ville, travaillez sérieusement. Les Marseillais vous en remercient.